Allez, c'est parti. Voilà, je me présente. Je m'appelle Leknek Floriane. Je suis orthophoniste de profession depuis maintenant 10 ans. J'ai fait mes études en Belgique à l'université de Mons puis de Liège pour mon master. J'exerce maintenant en cabinet libéral à côté de Lille. Et je me suis posé la question au tout début de mon activité, et on m'avait pas du tout parlé de ça à l'école, de OK, super, je suis orthophoniste, génial. Comment je gère en fait tout cet argent qui rentre et qui sort. Euh, on- Quand on voit un petit peu ce qu'il y a sur les réseaux, je ne sais pas si vous avez des groupes différents en fonction des professions. Nous, c'est ce qu'on a au niveau des orthophonistes. On voit beaucoup de personnes qui se plaignent des régularisations, du fait de ne pas avoir mis assez d'argent de côté pour se payer, de ne pas savoir tout simplement combien on peut se payer chaque mois sans avoir l'impression de se surpayer, enfin la crainte, ou alors de se sous-payer, ce serait quand même aussi vraiment dommage. Il y a la règle qui est apparue du 50-50, mais 50% de ce que tu gagnes de côté, ça sera utile. Et ben effectivement, cette règle-là n'est pas forcément toujours très juste, et c'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Voilà, moi j'ai eu cette crainte-là en démarrant. J'ai Aurélien qui m'a gentiment fait un énorme fichier Excel que je devais remplir chaque semaine en fonction de mes patients présents. Et voilà, c'était complètement imbuvable à la fin et très difficilement partageable. Mais l'idée a mûri et la réflexion, en fait, les craintes ont toujours été les mêmes au fur et à mesure des années. D'où l'idée de ce logiciel. Donc, orthofinance. Et donc, j'ai eu l'idée, le besoin, et voilà, aucune après compétence informatique derrière. Donc, je me suis encadrée de 2 ingénieurs, donc Aurélien ici présent et Gabriel, qui ne peut pas être là ce soir. Enfin, je ne pense pas, je ne l'ai pas encore vu passer. Mais voilà, il vient pas, qui ont aidé voilà, à coder ce logiciel qu'on va vous présenter aussi ce soir, que vous connaissez peut-être déjà un petit peu de par les réseaux. Et puis, en parallèle de ça, on s'est mis sur nos réseaux sociaux pour faire des petites vidéos, parfois un peu humoristiques, mais en parlant de sujets sérieux, donc des finances, et en essayant de vous expliquer ben, tout ce qui touche aux finances, le fonctionnement financier du cabinet, etc., etc., et en fonction des questions et des retours aussi que vous vous posez et que vous nous faites. Donc, ce soir, Aurélien va vous présenter le fonctionnement des finances d'un cabinet en libéral, de quelles sont les démarches à faire pour votre installation. Ça, on vous en a sûrement déjà un petit peu parlé à l'école. Donc ça aussi, c'est des choses que je suis intéressée de savoir si vous avez déjà des cours sur ça. La majorité des personnes avec qui j'ai parlé m'ont dit que c'était un petit peu plic-ploc au fur et à mesure de l'année. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire part de tout ça. Si vous avez des questions, posez-les dans le chat, je regarde tout et j'interromps Aurélien à la fin de chaque partie pour pouvoir lui poser vos questions. Et il y aura un gros temps de questions-réponses à la fin du webinaire. Déjà un petit truc qui tombe, je lis tout de suite. En Belgique, non, bah oui, effectivement, j'avais eu la même chose. En Belgique, ils n'ont pas parlé des finances et surtout du système français. Effectivement. Aurélien, je te laisse la parole maintenant. Ouais, top, merci Floriane, bienvenue à tous et à toutes. Donc, contrairement au webinaire orthofinance classique, j'ai passé pas mal de temps sur le fonctionnement du cabinet, déjà parce que c'est utile de manière générale et que ça vous aidera à positionner l'utilisation d'orthofinance dans la gestion du cabinet parce que ce n'est pas le seul logiciel qu'il faut avoir. En tout cas, ça répond à un problème bien précis, mais il y a aussi d'autres choses à connaître dans les finances du cabinet. Bien sûr, posez vos questions et à la fin, on peut faire un temps de questions-réponses illimité si vous voulez. Donc, hop, on va avancer. Donc, pour nous, la prémisse de toute cette présentation, c'est que en tant que professionnel libéral, parce que tout ce dont on va parler aujourd'hui, c'est pour les pros de santé, actuellement pour les paramédicaux, donc orthophonistes, orthoptistes, pédicure podologues, infirmières, infirmiers et masseur-kinésithérapeute, tout ce qu'on dit, ça fonctionne pour toutes ces professions. Mais en plus d'être un soignant, vous êtes aussi un chef d'entreprise. D'ailleurs, vous avez après, en tant que praticien, vous avez une entreprise individuelle. Ça, on vous l'apprend peu à l'école. Et donc, c'est une composante importante de votre métier, parce que sans la maîtrise de ces outils-là, on peut vite se retrouver dans des situations assez délicates. Alors,
Déjà, le truc de base, c'est quand on parle d'un cabinet paramédical, on parle de quel type d'entreprise? Bon, pour la plupart d'entre vous, vous serez sous le format de l'entreprise individuelle. Donc ça, pour le trouver, vous allez sur société.com, par exemple, et vous verrez si vous êtes entrepreneur individuel ou pas. Je vous le mentionne là parce que je pense que 99% des gens sont en entreprise individuelle, mais ce n'est pas le seul choix. En fait, vous avez toute une pluralité, et je dirais même une complexité de choix possibles. Le plus simple, c'est quand même l'entreprise individuelle parce que vous pouvez exercer à plusieurs dans le même cabinet et vous êtes tous en entreprise individuelle, mais vous partagez des locaux avec par exemple une SCM ou autre chose. Mais moi, je vous conseille vraiment l'entreprise individuelle. Il faut savoir que contrairement aux psychologues, diététiciens, etc., vous ne pouvez pas être auto-entrepreneur. C'est interdit pour les professions réglementées. Donc moi, de manière générale, je vous conseille quand même dans un premier temps de choisir l'entreprise individuelle. C'est vraiment le plus facile. Accessoirement, Orthofinance, ça ne marche qu'avec ce statut-là parce que le reste, c'est vraiment l'usine à gaz. Donc, en termes de démarche pour créer son cabinet, c'est-à-dire avant même de penser à récupérer de l'argent, gérer ses finances, etc., et que faut-il faire pour pouvoir commencer son exercice en libéral? Alors, vous avez un processus à suivre qui est en fait assez précis avec des dépendances. Donc, voilà vraiment les conseils qu'on peut vous donner. Déjà, votre premier interlocuteur, c'est l'ARS, hein, c'est l'Agence régionale de santé. Donc, comme son nom l'indique, ça dépend de votre région. L'idée, c'est avec l'ARS d'obtenir, après que vous ayez obtenu votre diplôme, c'est un numéro qu'on appelait avant le numéro ADELI, maintenant qu'on appelle le numéro RPPS. L'intérêt du RPPS, c'est qu'il est national et il ne change pas si vous changez de région, donc c'est mieux. Et l'autorisation d'exercer. Ça va, faut quand même le faire assez rapidement, parce qu'il y a des délais. On a souvent un délai de 3 semaines, un mois, ça dépend de la région. Mais il ne faut pas le faire le jour avant de s'installer, en fait. Il faut anticiper un petit peu. Ensuite, il faut s'inscrire à la CPM, donc c'est la Caisse primaire d'assurance maladie. Donc, c'est une inscription en tant que pro de santé avec votre numéro RPPS qui vient de l'ARS. Vous obtenez alors votre carte CPS qui est donnée par l'ANTS, donc encore une autre agence. Et cette carte CPS, c'est ce qui va vous permettre après de facturer vos différents actes. Ça, c'est la partie facile. Parce qu'après, il faut aller voir l'INPI, l'Agence nationale sur la propriété intellectuelle, qui gère un truc qui n'a rien à voir avec la propriété intellectuelle, c'est l'enregistrement des entreprises. Donc là, il va falloir ouvrir votre entreprise individuelle et bien préciser que vous êtes orthophoniste, orthoptiste, kiné, etc. pour que vous soyez référencé comme quelqu'un, un praticien paramédical. Donc, je vous préviens tout de suite, l'INPI, c'est l'enfer. Depuis que c'est eux qui vont gérer ça, avant, ce n'était pas l'INPI, mais l'INPI ne savent pas gérer ce processus-là. Donc, attendez-vous à ce que ce soit extrêmement compliqué. Si c'est trop dur, vous pouvez avoir la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, qui propose des services d'aide à la création d'entreprises. Tellement l'INPI, c'est complexe. Parfois, prendre un comptable juste pour faire ça, ça vaut le coup. Parce que c'est extrêmement difficile à gérer les trucs sur l'INPI. Vous pouvez tenter, hein, ça vaut le coup. Mais attendez-vous à ce que ce soit assez complexe. Une fois que l'entreprise est créée, ça va prendre un petit peu de temps, l'INPI va envoyer votre date de création à l'URSSAF et la Carpinco. Donc, c'est ceux-là qui nous font peur habituellement. L'URSSAF, c'est votre protection sociale, votre protection d'assurance maladie, votre protection pour tout ce qui est allocation familiale, etc. Et la Carpinco, qui est la caisse spécifique des paramédicaux, elle, c'est tout ce qui est retraite et prévoyance. Donc, retraite, on voit ce que c'est. Prévoyance, bah, vous tombez malade, quelles sont vos indemnités vous perdez une main, bah, voilà, vous êtes invalide à X%, et on vous donne de l'argent au titre de votre main qui a été perdue. Donc ça, on est vraiment sur toutes les démarches qui sont réellement obligatoires pour lancer l'activité. Après, on a deux autres démarches qu'il faut faire aussi. C'est premièrement les assurances. À minima, une responsabilité civile, parce que si par exemple quelqu'un se blesse dans votre cabinet, ben, vous ne voulez pas payer les frais d'hospitalisation, etc. Donc, il faut vraiment absolument la responsabilité civile. Une prévoyance complémentaire à celle de la Carpinco, tout ce qui est protection juridique en cas de litige, etc. Vous assurez votre local aussi. Et ouvrir un compte bancaire. Alors sur ça, vous allez voir, toutes les banques vont vous dire il faut prendre un compte pro, etc. Il est facture assez cher. En fait, il vous faut un compte à usage professionnel. C'est-à-dire que c'est un compte sur lequel toutes les transactions sont professionnelles. Et par contre, presque envie de dire, vous trouveriez un compte pas cher sur Boursorama, ça marcherait. Il faut juste se méfier, c'est plus dur qu'avant, parce que maintenant, comme il faut faire des prélèvements des impôts de l'URSSAF et la Carpinco, des fois, certains comptes courants normaux ne l'autorisent pas, il faut quand même passer sur un compte professionnel. Mais de manière générale, on va éviter de donner trop d'argent à la banque pour un compte professionnel parce que c'est finalement un compte comme un autre et il n'y a pas une grande valeur ajoutée à le payer. Donc, vous aurez un replay, hein, donc tout ça, globalement, il
Il y a des guides sur Internet, mais ça, c'est un peu, pour moi, le minimum qu'il faut avoir en tête pour faire l'ouverture de son activité. Après, si on regarde vraiment les démarches, alors je les ai un petit peu données, mais en fait, on a vraiment ce trio ARS, CPM, puis INPI. On le fait assez vite. Au niveau de la Carpimco, il y a une petite astuce à connaître. C'est que quand on s'inscrit à la Carpimco, on n'est pas affilié immédiatement. Et là, il y a des économies à faire. En fait, quand vous vous inscrivez à la Carpimco, vous êtes affilié au trimestre suivant. Par exemple, si vous affiliez le 10 août, donc le 10 août, c'est le 3e trimestre de l'année, ben vous serez affilié à partir du 4e trimestre. Et tout le moment où, entre le 10 août et le 1er octobre, vous pouvez travailler, mais vous n'aurez jamais de cotisation à payer sur ce moment-là. Donc, il faut souvent, en fait, commencer à s'affilier, il faut s'inscrire en tout début de trimestre, comme ça, vous économisez un trimestre total de cotisation et vous commencez après. Donc, ça, c'est une petite astuce. Après, bon, en vrai, c'est peut-être mieux juste de s'inscrire au moment où vous travaillez et commencer à travailler le plus vite possible. Mais pour ceux qui ont un peu de battement, c'est toujours mieux de s'inscrire en début de trimestre qu'en fin de trimestre. Là, je passe cette slide, vous l'aurez dans le replay parce que c'est l'explication de ce que je viens de vous faire. Et en fait, pour moi, le 1er d'octobre, c'est un peu la meilleure date si on peut la choisir parce que c'est celle qui économise le maximum de cotisation et qui évite plein d'erreurs. Donc, si vous ne savez pas quand commencer, moi, je trouve que c'est d'avoir son inscription au 1er octobre à l'URSSAF et la Carpimco, c'est pas bête. Alors, voilà, ça, c'était les démarches d'inscription. Maintenant, le fonctionnement financier du cabinet. Alors, je vous ai fait ce schéma-là. Donc, l'idée, c'est qu'à gauche, vous allez percevoir de l'argent. C'est ce qu'on appelle le chiffre d'affaires ou les recettes. C'est tout ce que vous gagnez. Donc, ça peut venir des patients qui vous payent, ça peut venir de l'assurance maladie qui vous verse votre argent. Donc, c'est des remboursements d'assurance maladie aux praticiens. Vous avez les mutuelles qui peuvent verser des compléments. Et vous avez aussi, par exemple, des rétrocessions que des collaboratrices vont vous verser. Vous avez même, en fait, d'autres possibilités de revenus. Par exemple, si vous avez travaillé dans un IME ou ce genre de choses, on peut avoir plein de sources de revenus. Ça, c'est l'argent qu'on gagne. Cet argent-là, il arrive sur le cabinet paramédical. Et le cabinet paramédical, c'est la fameuse entreprise individuelle. C'est différent de vous, personnellement. Vous, vous êtes une personne, on va dire, physique, vous existez vraiment. Le cabinet paramédical, votre entreprise individuelle, c'est ce qu'on appelle une personne morale. C'est-à-dire qu'elle a une existence juridique qui lui est propre, mais ce n'est pas vous. C'est vous qui êtes, entre guillemets, propriétaire de votre cabinet. Et ce cabinet, il a son compte professionnel, donc il va gérer son argent professionnel. Et bon, on est content de gagner des sous, mais malheureusement, il va falloir en dépenser. Alors, pourquoi on va dépenser des sous? Premièrement, pour ce qu'on appelle des charges d'exploitation, c'est-à-dire les charges qui permettent l'exploitation de votre cabinet. Par exemple, il faut un bureau, donc généralement, on va payer un loyer. Il faut acheter du matériel, il faut payer des assurances, il faut payer des prestataires comme le comptable ou le robot comptable, etc. Donc là, vous allez avoir des charges qui, globalement, sont nécessaires aux fonctions de votre cabinet. Idéalement, on va chercher à les minimiser pour avoir à la fin plus d'argent pour vous. Et vous avez aussi un deuxième type de charge, ce sont les charges qu'on appelle les charges sociales. C'est lié à l'URSSAF et la Carpimco. Ça, c'est votre protection sociale. La retraite, l'assurance maladie, les allocations familiales, la prévoyance, etc. Donc, l'argent part de ces deux manières et ensuite, vous obtenez ce qu'on appelle le bénéfice fiscal. Finalement, l'argent qui vous reste, ça, c'est imposé sur l'impôt sur le revenu. C'est ce qu'on va voir après. Donc, fondamentalement, les flux financiers du cabinet, c'est ça. Il n'y a rien de différent. Bon, en fait, si on va creuser un tout petit peu, et regardons notamment les impôts, et ce graphe vous sera utile, je pense, plus tard, c'est que je refais le même graphe, mais cette fois-ci en regardant les différentes taxes. Donc, vous percevez de l'argent. Là, sur la partie gauche, avant les petits points orange ici, c'est le cabinet paramédical qui paye, alors qu'à droite, c'est vous en personne physique qui payez. Donc, vous percevez de l'argent dans votre chiffre d'affaires, hop, vous dépensez des charges, vous payez vos charges sociales, il vous reste un bénéfice fiscal. Ça, c'est ce qu'on met dans la déclaration 2035. Vous allez découvrir assez vite, la déclaration 2035, c'est pour vos impôts sur le revenu. Bon, il y a plein de subtilités fiscales, mais globalement, ici, vous payez au titre de votre cabinet la Carpimco, l'URSSAF. On pourrait même rajouter la cotisation foncière des entreprises. Vous êtes une entreprise, vous êtes quelque part, vous payez une cotisation foncière des entreprises, souvent 400 €. Dans certains endroits, c'est plus cher. Et quand tout ça sort du cabinet et arrive chez vous, là, vous allez payer l'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est les histoires de tranches, etc. Et c'est à travers la déclaration 2042 que tout le monde remplit.
L'impôt sur le revenu, c'est très compliqué. Nous, en orthofinance, on ne fait pas ça parce que c'est vraiment l'usine à gaz. Ça dépend de votre conjoint, votre situation matrimoniale, des enfants, etc. Très, très compliqué. Donc, nous, toute notre discussion, elle portera sur la partie vie financière du cabinet, pas trop sur la vie financière personnelle parce que c'est pas très personnel. On ne peut pas tout savoir sur. Néanmoins, juste pour démystifier au niveau de l'impôt sur le revenu, je vous montre un petit graphe parce que ça, c'est quand même intéressant de l'avoir en tête pour comprendre comment ça marche. En fait, ici, vous avez en abscisse le revenu imposable. Donc ça, c'est l'argent que vous avez vraiment tiré à la fin de votre activité paramédicale. Et là, vous avez l'impôt sur le revenu que vous payez. Là, on est sur une personne qui est célibataire sans enfant. Et en fait, les histoires de tranches dont on entend parler, c'est ça. C'est-à-dire qu'au début, vous gagnez, vous payez rien. Vous voyez qu'on là, on a quasiment à 13 000 euros, on ne paye pas d'impôt. Et après, on commence à payer 11% de taxes sur l'argent gagné en plus. Donc, quand on gagne 1 euro dans cette zone-là, on va payer 11 centimes d'impôt. Ensuite, quand on arrive là, et pour des orthophonistes, ça peut arriver assez vite, surtout en début de carrière, on va commencer à être taxé à 30%. Et on va être taxé à 30% sur tous les euros qu'on gagne en plus, jusqu'à une limite d'à peu près 83 000 euros. Donc, en fait, quand on regarde ce graphe, on ne peut pas gagner moins d'argent en sautant des tranches, sauf à perdre des APL et des trucs un peu compliqués comme ça. Vous avez toujours intérêt à travailler plus. C'est simplement que plus vous travaillez, plus on va marginalement vous prendre des euros. Donc la question, c'est si vous travaillez de 10h à 11h du soir, est-ce que vous êtes d'accord pour gagner et qu'on vous prenne 30% sur l'argent que vous gagnez la nuit, parce que ça coûte assez cher pour vous d'aller travailler la nuit. Donc voilà globalement le fonctionnement de l'impôt sur le revenu. Vous pourrez regarder ce graphe-là et on trouve les tranches sur Internet, mais la tête que ça a, c'est vraiment un truc comme ça. Ce n'est pas des tranches qui sautent ou des fois, en fait, en gagnant plus, on pourrait gagner moins. Ça, c'est pas trop possible. Et ensuite, il y a une question que tout le monde me pose, c'est est-ce qu'il faut être au réel ou au micro BNC? Alors, en fait, ici, j'ai oublié de mettre des trucs sur la slide, mais c'est pas grave, c'est le direct. En gros, quand on démarre, souvent, c'est pas mal d'être en micro BNC parce que vous n'avez pas besoin de payer de comptable et votre bénéfice, donc le fameux bénéfice qu'on met ici, il est calculé comme, en gros, votre chiffre d'affaires moins 34%. Super facile. Et si vous dépensez pas autant que 34% de votre chiffre d'affaires, c'est intéressant. Et le régime réel, c'est une compta plus classique, où en fait, qui ressemble plus à ça. Où en fait, on a de l'argent qu'on gagne, on va déduire les vraies charges. Donc là, il faut tenir une vraie comptabilité. Et à la fin, on a un bénéfice. Si vous prenez un logiciel comme Indy, globalement, il pourra vous dire quel est le scénario le plus intéressant. Par contre, il faut savoir que quand on choisit son régime fiscal, on le choisit en fait au mois de mai de l'année en cours. Par exemple, si vous démarrez là en 2025, probablement que le micro BNC, ce n'est pas une mauvaise idée, sauf cas particulier. Mais en 2026, il faudra décider avant le mois de mai 2026 si vous souhaitez, en 2026, être imposé au micro BNC ou au réel. Donc, il faut anticiper, parce qu'il faut anticiper en mai quel sera le résultat de décembre pour décider quel est le meilleur régime fiscal. Sachant que ce n'est pas complètement votre choix, parce que le micro BNC, il y a des plafonds, etc. Donc, le régime normal, c'est plutôt le réel. Et dans certains cas, le micro BNC est avantageux si vous êtes éligible. Donc ça, si vous prenez par exemple l'abonnement Orthofinance, c'est une discussion qu'on peut avoir. On peut voir quand vous remplissez dans Orthofinance quels sont le meilleur régime fiscal. Donc ça, on l'a vu, j'y reviens. On va juste aller sur celui-ci. Et là, on va arriver à un phénomène financier qui se passe dans le cabinet et ce qui crée souvent beaucoup de peur chez les praticiens et praticiennes, ce sont les fameuses régularisations. Donc, régularisation, c'est un terme impropre parce qu'en fait, il y a deux phénomènes. Mais je vais vous expliquer d'abord ce qui se passe avec les charges sociales. Donc, on a dit, on récupère des sous, on en dépense pour les charges d'exploitation et on les dépense pour les charges sociales. Le problème, c'est que pour vos charges sociales, vous ne payez jamais en année N ce que vous devez vraiment pour l'année N. En fait, vous payez souvent une estimation et l'année d'après, l'URSSAF et la carte PIMCO va regarder combien vous avez vraiment gagné l'année d'avant et il va vous demander cette différence. Imaginons en 2025, on vous a demandé des cotisations pour un bénéfice de 30 000, mais en fait, à la fin, vous faites 50 000. Et bien, la différence de cotisation entre 30 000 et 50 000, ils vont vous la demander. Dans ce cas-là, ça fait 2 500 euros, par exemple. Donc, ça, c'est le premier phénomène. Il y a un autre phénomène qui s'appelle la mise à jour des cotisations provisionnelles, et c'est souvent celui-là qui fait mal aux jeunes diplômés. Mais il y a vraiment des solutions ultra simples pour le régler. Je donne un exemple. Moi, j'ai une jeune diplômée qui avait commencé en 2024, octobre 2024.
On a fait un rendez-vous vendredi soir. À la sortie du rendez-vous, on avait trouvé 7 000 € de cotisation à enlever qui avaient été demandés de manière indue. Donc, un rendez-vous, claque, 7 000 € de gagnés. Moi, je n'ai pas demandé de sous en plus avec ça. Donc, il y a vraiment des choses, des phénomènes un peu bizarres dans l'URSSAF et la Carpinco qu'on peut traiter avec Orthofinance et qui posent des vrais problèmes en termes de gestion financière. Donc, nous, ce qu'on propose de faire dans Orthofinance, et quelque chose que vous pourriez faire même sans Orthofinance, et je vous conseille d'ailleurs de le faire même si vous ne prenez pas l'abonnement, c'est que au lieu d'avoir finalement un bénéfice net qu'on va calculer comme étant simplement un chiffre d'affaires moins toutes mes charges, et ben en fait, on va calculer combien je devrais dans le futur à l'URSSAF et la Carpinco, c'est-à-dire aujourd'hui je travaille, mais en fait je récupère des euros, et ces euros-là, je sais qu'ils me les prendront plus tard, donc ils sont déjà plus à moi, donc je vais les mettre de côté. Et je vais les mettre de côté sur ce qu'on appelle un compte d'épargne professionnelle. Ça, je mets de plus en plus d'argent de côté, et je leur donnerai plus tard, quand ils me demanderont durant la fameuse régularisation. Et ensuite, on calcule la rémunération utilisable, c'est-à-dire l'argent que vous pouvez vraiment utiliser pour vous. Vous pouvez partir en vacances si vous voulez. A priori, on ne viendra pas vous rechercher sur cet argent-là. Et ça, on va se l'envoyer sur le compte personnel. Alors, ça, c'est la théorie. Et ensuite, cette théorie, ben, elle est mise en pratique dans Orthofinance. Donc, je vais passer ce slide-là parce que franchement, elle est compliquée, mais c'est le mécanisme fondamental des régularisations. Je ferai à un moment une vidéo qui explique en détail cette slide-là. Là, ça ne vaut pas le coup parce que vous n'êtes pas forcément intéressé pour comprendre dans le détail comment ça marche. Mais en tout cas, ça explique globalement un scénario sur 2 ans et notamment la manière dont sont calculées les régularisations et les cotisations provisionnelles. Franchement, une démonstration d'orthofinance sera beaucoup plus claire. Donc, avant d'aller sur orthofinance, peut-être qu'on peut regarder les questions, Floriane, pendant 2 ou 3 minutes. Oui, alors il y en a sur lesquels j'ai déjà répondu, principalement une question de Gwendoline pour en fait démarrer les démarches à l'ARS pour obtenir son numéro professionnel. Quand on est en Belgique, il faut avoir obtenu l'équivalence du diplôme belge en France, et pour les étudiants français, il faut que vous ayez obtenu l'attestation de réussite de l'université, car en fonction des universités, vous n'aurez pas le diplôme définitif tout de suite. Donc, ce sont les documents vraiment importants à avoir pour entamer les démarches. On a aussi Lauricia qui demande combien vous nous payez par mois pour un compte professionnel. Alors, là, il y a une petite subtilité. Donc, il est important, enfin vraiment, on conseille vraiment ça, de distinguer après votre compte personnel à vous, que vous utilisez pour aller faire votre course, vos cinémas, tout ça, et le compte sur lequel l'argent du cabinet des patients va arriver. Donc ça, il faut déjà que ce soit vraiment distinct. C'est ce qu'on appelle, nous, compte professionnel. Ce compte-là du cabinet, alors parfois certaines banques l'appellent professionnel, mais ce sont en fait, c'est plutôt un style commercial. Ils veulent vous vendre des comptes professionnels. Pourquoi? Parce que c'est des comptes que vous payez plus cher au mois. Mais un compte courant classique suffit. Donc moi, c'est ce que j'ai. Et je paye mon compte professionnel sur lequel je mets l'argent du cabinet, 3 € par mois. Et j'ai une carte bancaire, c'est tout, un chéquier au cas où besoin. Mais voilà, après, je sais que voilà, en fonction des banques, ça varie. Boursorama fait des offres, je pense, pour les pros aussi gratuites. Mais par contre, voilà, pour le dépôt de chèque, après, il y a peut-être des petites subtilités pour cette banque-là, mais voilà. C'est variable en fonction des banques, et souvent leur offre professionnelle, c'est plutôt du commerce. Mais il faut, voilà, c'est un compte que vous utiliserez uniquement pour verser de l'argent professionnel. Il faut vraiment avoir cette distinction-là. Et ensuite, Attends, je rajoute un truc, Flo. ouais. De manière générale, c'est dur de trouver mieux que Boursorama. C'est-à-dire que s'il faut avoir un endroit à aller voir en premier, si vous ne voulez pas prendre de temps, si Boursorama ne fournit pas, vous ne trouverez pas moins cher que Boursorama. Donc, si vous n'êtes pas satisfait de Boursorama, il faudra travailler, mais généralement, c'est le très bon réflexe, c'est Boursorama en premier. Ouais. Et là, du coup, je rebondis sur une autre question là, de Salomé. Si on veut facturer avec un TPE, là, effectivement, il faut voir directement avec la banque. Alors, Boursorama, je ne sais pas si c'est possible. Les banques, elles vont sûrement, effectivement, vouloir à ce que ce soit un compte professionnel, bien sûr, si vous utilisez le TPE de la banque. Après, SumUp, hein. SumUp, on peut le brancher sur n'importe quel compte
même des comptes non professionnels. Et donc voilà, si TPE, ouais, voilà, compte professionnel obligatoire. SumUp, moi, je réussis à le brancher sur un compte classique, en sachant que SumUp vont parfois vous demander des documents justificatifs, juste pour montrer que vous ne blanchissez pas d'argent. Donc, pas de panique de ce côté-là. Alors, attendez, oui. Il y avait une question de Claire aussi au-dessus. C'était un compte d'épargne professionnelle correspond à quel type de compte? En fait, c'est nous qui introduisons ce concept. Un livret A, un LDDS, tout ça, ça fait l'affaire. Si vous avez déjà en fait utilisé tous vos comptes, vos livrets défiscalisés, il y a un truc que pas mal d'abonnés utilisent maintenant. Elles vont sur Trade Republic et sur Trade Republic, elles prennent un compte courant et Trade Republic rémunère le compte courant. Donc ça, c'est intéressant parce que vous gagnez des intérêts dessus. Sinon, Boursorama, le livret Bourse au plus. Et ça fait l'affaire pour un compte d'épargne professionnelle. Ce fameux compte d'épargne professionnelle, comme vous pouvez en ouvrir autant que vous voulez, moi, j'en ferai un pour tout ce qui est cotisation sociale, c'est-à-dire finance, et j'en ferai un autre, par exemple, sur l'épargne que vous souhaitez mettre de précaution professionnelle. Vous cassez une jambe, il faut payer le loyer. Ben voilà, on a 3 mois de loyer de côté. Donc, ça peut être un peu n'importe quoi, mais je conseille généralement des comptes rémunérés parce que finalement, si on met 10 000 euros de côté pour l'URSSAF, on est content d'avoir gagné 3% à la fin de l'année. Ça fait 300 euros. Bon, bah, ça fait quand même quasiment 5 bilans pour un orthophoniste. Donc, sans rien faire, c'est plutôt cool. On a une question de Gwendoline qui dit qui demande s'il faut avoir de préférence son compte perso déjà chez Boursorama. Aucune idée, j'avoue. Est-ce qu'on peut ouvrir un compte pro si on n'a pas de compte perso chez Boursorama? Ça, moi, je ne sais pas. Bon, je ne saurais pas dire, mais de toute façon, Boursorama, c'est une bonne banque, donc avoir un compte perso dessus, c'est pas une mauvaise chose. Il y en a qui disent si vous n'avez pas de compte perso, ouais, voilà, il faut un compte perso. Merci, vous voyez. Ah voilà, merci Élise. Spécialiste Boursorama, Élise. Claire, elle avait aussi la bonne réponse. Et au-delà de ça, alors je vais un petit peu plus loin, hein, je divague peut-être, et là Aurélien, à ce moment-là, tu m'arrêtes, mais je me pose la question avec des coups d'avance, si après on veut demander des crédits. Parce que généralement, je sais que pour nous, principalement, on a par facilité demandé crédit à la banque où on est, mais Boursorama propose des crédits, des choses comme ça? Moi, si tu veux la réponse en 2 minutes. Virement un crédit pour acheter quoi? Pour acheter une résidence principale, très intéressant. Pour acheter un cabinet, inutile. Et ils ne comprennent pas les cabinets. Donc, si vous voulez acheter les murs d'un cabinet, je conseille de rester aussi, donc pour faire les deux, hein, on a le droit d'être multi-bancarisé en France. Gardez votre banque historique parce que vous pouvez dire en arrivant, quand vous voulez un cabinet, vous dites, moi, ça fait 10 ans que je suis chez vous, donc ce serait sympa de me faire le crédit. Ça, c'est un argument qui marche vraiment. Donc, rien ne vous empêche d'être multi-bancarisé. Le tout est de prendre des comptes qui ne coûtent rien. Ça, vous avez plein de comptes qui ne coûtent rien. Vous, c'est pas très grave. Moi, je l'aborderai comme ça, en tout cas, la question de quel genre de crédit je veux faire. Crédit pour une maison, Boursorama facile. Pour un cabinet, c'est ultra spécifique. Donc, une banque classique. Mais bon, le cabinet, c'est autre chose. Il faut des SCI, il faut des trucs un peu particuliers. Donc, ça dépasse le cadre de notre discussion aujourd'hui. Mais ceux qui veulent acheter peuvent prendre un rendez-vous avec moi et je vous donnerai les trucs. C'est le premier abonnement. Donc, je vous propose de passer maintenant plutôt sur une démo d'orthofinance pour bien comprendre tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que c'est? Orthofinance, c'est un logiciel qui permet aux paramédicaux en libéral de déterminer leur rémunération réellement utilisable à la fin de chaque mois. Si vous êtes salarié, ça sert à rien. La rémunération, vous la connaissez à la fin de chaque mois. Pourquoi c'est compliqué? À cause de ces décalages en fait, de régularisation de charges URSSAF et CAPTEMCO qui peuvent valoir entre moins 13 000 et 13 000 la plupart du temps, on va dire, au maximum, et des cas extrêmes à 20 000. Voilà quelques citations d'abonnés d'Orthofinance, parce que ça, je t'ai rappelé, parce que ça, c'est les vrais trucs que les gens nous ont dit. C'est quelqu'un qui avait appliqué la règle des 50-50, mais n'avait pas mis assez de côté. Et après, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, j'ai mis la règle des 50-50, mais j'ai trop mis de côté, je me suis sous-payé. Donc, ça m'a fait rigoler parce qu'en fait, cette règle des 50-50, elle ne peut pas bien marcher parce qu'en fait, elle dépend de la situation de chacun. Vous êtes jeune diplômé, ça fait 20 ans que vous travaillez, le 50-50, ça n'a pas du tout le même effet. Vous faites un congé maternité, pas de congé maternité, ça ne marche pas. Aussi, ça, c'est un truc réel qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. C'est notamment l'abonnée à qui on a fait économiser, pas vraiment économiser, mais elle n'a pas donné 7 000 euros qu'on lui aurait rendu l'année prochaine. En fait, l'URSSAF, ils avaient calculé des cotisations sur une base de revenus de 101 000 euros. Donc, bon courage en orthophonie pour faire 100 000 euros de bénéfices, parce qu'il va falloir se lever tôt et se coucher tard.
Alors qu'elle, en réalité, elle avait fait 25 000 euros. En fait, ils avaient fait x4 sur ses cotisations. Donc là, on a résolu ça en 3 clics, accessoirement. Donc il y a vraiment des erreurs et Orthofinance permet de voir ces erreurs-là aussi parce qu'on voit qu'il y a une décorrélation complète entre ce que dit Orthofinance et les calculs de l'URSSAF. Les calculs sont bons, c'est juste basé sur des hypothèses fausses, hein, souvent à l'URSSAF. Donc voilà, je vous propose de passer à la démo. Alors, Claire, oui, Trade Republic, c'est intéressant pour les comptes d'épargne pro. Alors, je vous montre Orthofinance. Donc, Orthofinance, vous allez sur orthofinance.com, vous arrivez sur cette page. Donc, quand vous arrivez, vous créez un compte et vous avez 3 calculs gratuits. Ça vous permet de tester, de voir comment ça se passe, de prendre en main le logiciel. Et après, si vous voulez utiliser plus de calculs, il faut prendre un abonnement. Donc, au niveau des abonnements, je vais vous montrer je vais faire charger en 2 minutes, mais juste comme ça, au moins, c'est clair. On a deux formules, en fait, pour l'instant. Donc là, on va sur la page de paiement. En fait, vous avez... bon, moi, c'est gratuit, hein, vous imaginez bien. Euh, donc, en gros, vous avez l'abonnement annuel, c'est 79 €. Donc, vous pouvez trouver un code promo, on vous en donnera un à la sortie du webinaire. N'achetez pas tout de suite, attendez la fin, hein, vous aurez un code promo. Ou si vous voulez pas vous engager sur un an parce que vous voulez tester un petit peu plus, vous pouvez prendre l'abonnement à 9 € par mois. Auquel cas, n'utilisez pas votre code promo sur l'abonnement à 9 €, utilisez-le sur l'abonnement annuel, comme ça vous gagnez plus de sous à la fin. Donc voilà, vous avez ces 2 formules d'abonnement, donc soit à 9 mensuels ou 79 maximal annuel, et on peut trouver des petites réductions. Vous allez sur des groupes Facebook, vous me demandez, je vous enverrai un truc. Mais de toute façon, à la fin du webinaire, vous aurez un code. Ah, attendez, juste, il me ramène là, c'est pas grave. Donc, maintenant qu'on est là, on va faire un exemple d'utilisation de Orthofinance. Donc là, on est en juin. Bon, on va admettre qu'on est fin juin. D'accord? On va regarder. Donc, Orthofinance, vous arrivez ici. Hop. Et on va vous demander de remplir 4 informations. En fait, il y en a un petit peu plus, des informations à mettre là, dans des cas spécifiques, mais on le fait une fois et on oublie. Donc voilà, c'est pas important, vous faites une fois la configuration et c'est fini. Et on va remplir 4 informations. Et en fait, on va faire une sorte de mini comptabilité à la main. Donc, on va d'abord mettre le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est tout l'argent que vous avez encaissé de personnes autres que vous. Donc, je vais vous montrer comment faire à partir d'un relevé bancaire. Donc, l'idée, c'est que chaque mois, on va prendre le relevé bancaire, on va l'utiliser. Mais si vous avez un logiciel comme Indy, en fait, Indy précalcule tout. Précalcule tout pour vous, donc c'est du quasi copier-coller, en fait. Esia, c'est un peu du copier-coller, mais disons que Esia, c'est plus compliqué à prendre en main parce que c'est un peu Windows 95 quand même à l'interface. Donc, on va chercher le relevé bancaire. Attendez, juste, pour ne pas faire 10 000 trucs, on va faire ça. Donc là, j'ai un relevé bancaire de Florian. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est les gains, c'est le chiffre d'affaires. Donc, on va regarder les crédits. Donc, les crédits, hop, ils sont ici. Donc, on se fait qu'on avait un ancien solde à 877 et on voit que là, on a un crédit, on cumule les crédits et ça nous fait un total de 6 891. Donc, on sait que sur le mois hypothétique qu'on regarde ici, Florian a encaissé 6 891 €. Désolé, c'est un tout petit peu petit. J'essaie d'augmenter. Alors, on ne voit plus. Donc, on devra juste faire attention, et tout ça est marqué dans Orthofinance. Et s'il y a un virement qu'on a fait du compte perso vers le compte pro, ce n'est pas un gain, hein, ça c'est de l'argent qui est à vous. Donc, ici, on va faire simple. Hein, je sais que tout est des gains à réaliser à travers d'autres personnes. Donc, on a 6 881 €. 6 891 €. Hop. Maintenant, on va remplir les dépenses mensuelles. Alors, on ne va pas faire ça en premier, c'est le plus dur. On va faire Carpinco et URSSAF prélevé. Bon, Carpinco, on va chercher. Alors, comme je connais le document par cœur, il est là, la Carpinco. Et la Carpinco, elle vaut 530 et c'est un débit parce qu'un débit, c'est parti. Voilà, c'est une perte. Donc, la Carpinco à 530, elle est là, donc j'ai une dépense de 530. Ensuite, on va faire l'URSSAF, au même titre que la Carpinco. On va regarder où est-ce qu'il se cache l'URSSAF. Et je l'ai perdu. Il est là, hein, mais MACSF, virement CPM. Oh, il suffit de regarder. Voilà, il est là, l'URSSAF. Voilà. 724. Donc, on va juste copier-coller. 724. Et ensuite, on va calculer les dépenses mensuelles
Concrètement, les dépenses mensuelles, c'est toutes les autres dépenses. Moins certaines dépenses spécifiques de Madelin, tout ça, mais vous allez voir, c'est assez facile. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre l'ensemble des débits, c'est-à-dire tout ce qu'on a perdu. Je vois clairement mensualiser. Mensualisez-vous, ça vous évite 80% de tous les problèmes de trésorerie qu'on peut avoir en tant que libéral. En cas d'erreur, c'est plus facile à détecter et tout. Moi, je conseille à 100% la mensualisation. Donc là, on a 5 753 euros. À cela, je vais déduire l'URSSAF et la Carpimco, parce que je les ai déjà comptés, donc moins 724, moins la Carpimco 530. Et je vais juste enlever aussi le virement que Florian s'était fait pour sa rémunération, parce que ça, bon, bah, c'est pas une perte. On envoie de l'argent à soi-même, donc on n'a rien perdu. Tu vois, Florian, tu avais sûrement fait un virement ici, provision salaire janvier, on voit, hop, 1748. Donc 1748, voilà. Hop, on va dire que c'est bon, 2751 euros de charge. C'est un peu beaucoup, mais de toute façon, pour l'exemple, on a compris. 2751, on va mettre ça là. Honnêtement, si vous êtes orthophoniste et que vos charges mensuelles, c'est 2751, il y a un problème, hein. C'est vraiment élevé. Ensuite, on clique sur lancer les calculs financiers et on obtient un résultat qui va dépendre si vous êtes au régime réel ou au régime micro-BNC. Je ne vais pas interpréter ce résultat parce que là, il n'est pas très intéressant. On va se faire un cas qui est vraiment typique du jeune diplômé. Donc, typique du jeune diplômé, c'est quoi? Je gagne très bien au début. J'ai peu de dépenses. Allez, on va dire 1000 euros avec la rétrocession. Et l'URSSAF et la carte MINCO ne me prélèvent rien. C'est typiquement ce qui se passe. Je lance les calculs financiers et j'obtiens ça. Et alors là, comment va-t-on interpréter cela? Donc, admettons qu'on est en régime réel. La Orthofinance vous dit épargner pour mes futures cotisations 1810. Ça veut dire qu'il faut prendre à la fin du mois 1810 euros et les mettre sur le fameux compte d'épargne professionnelle dont on parlait tout à l'heure. Parce que ça, c'est 1810 euros qu'on va vous demander dans le futur, mais qu'on ne vous a pas encore demandé. En fait, ils ne sont plus à vous, ces 1810 euros. Et votre rémunération utilisable, ici, elle serait de 4189. Donc ça veut dire que vous pourriez utiliser 4189 euros pour votre rémunération. Et normalement, ce serait bon en termes de régularisation, etc. Donc, vous voyez que si c'est ça chaque mois, on a intérêt à mettre de côté quand même en tant que jeune diplômé parce que ça peut monter vraiment très, très, très vite. Alors, ça, c'est le mécanisme. Ensuite, si vous êtes en micro-BNC, les chiffres sont différents. Et après, vous pouvez vous amuser. Vous dites, ouais, mais si la carte PIMCO m'avait prélevé, si j'avais moins de dépenses, hein, quelqu'un qui aurait peut-être plus de dépenses, vous voyez qu'on est à 1810. Comme il dépense plus, le bénéfice est plus bas. Et là, il faudrait mettre que 1500 euros de côté. Donc ça va vous donner les cas où il faut mettre de côté. Mais il y a aussi le cas après où la carte PIMCO et l'URSSAF viendra prendre sa régularisation. Donc, admettons, elle a 5000 euros de carte PIMCO et 4000 euros d'URSSAF. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Ben là, Orthofinance dit qu'il va falloir sortir 8732, donc c'est négatif et sévère. Donc avant, on devait économiser, si on met de côté. Là, c'est l'inverse, on a économisé dans le passé. Donc on a le droit maintenant de ressortir l'argent pour payer sa régularisation. Donc je vous ai fait le cas où le début d'activité, on doit beaucoup mettre de côté. Et à un moment, il faut sortir de l'argent. Donc je vais vous montrer aussi un truc un tout petit peu différent. C'est que ça, Orthofinance vous dit ah, tu peux utiliser jusqu'à 3444 euros, mais vous dites, OK, je n'ai peut-être pas utilisé tout cet argent parce que, je veux laisser de la trésorerie sur mon compte pro. C'est intelligent parce que comme ça, vous pourrez économiser pour faire des futures dépenses. Et peut-être que vous savez que vous n'allez pas travailler au mois d'août. Et vous aimeriez vous dire, bon, ben, moi, je vais peut-être économiser sur certains mois de l'année pour me faire une petite rémunération au mois d'août. Vous avez cette fonctionnalité ici. C'est combien je me suis versé. Par exemple, j'aurais pu me verser jusqu'à 3447 euros. Vous dites, moi, je vais me verser 2500 euros. Et là, Orthofinance vous dit, c'est bien parce que vous avez créé une sorte de coussin, un amortisseur de 947 euros au titre du mois de juin 2025. Et donc ça, vous pourrez réutiliser finalement ces 947 euros que vous n'avez pas, que vous avez, entre guillemets, économisé. Alors, à savoir que là, on a vu la situation sur un mois. On peut bien sûr le voir, la situation annuelle. Donc, la situation annuelle, hop, on va faire un truc ici. Là, on se retrouve avec un tableau de janvier jusqu'à décembre. Et on a toutes les petites choses qu'on a remplies tout à l'heure. Et on obtient donc ici épargner pour mes futures cotisations.
Donc, en tant que jeune diplômé, comme vous démarrez à zéro, c'est-à-dire que en fait, vous ne devez rien quand vous démarrez et après, vous augmentez progressivement votre épargne. Euh, Là, on voit que sur quelqu'un qui aurait eu l'activité que j'ai ici, il aurait dû mettre 1489 euros de côté, minimum. Et la personne peut prendre jusqu'à 20 000 euros de rémunération annuellement. Et on voit ici, enfin annuellement en tout cas au mois d'août. Et là, on voit combien je me suis versé. Et ça, c'est intéressant parce qu'elle aurait pu prendre jusqu'à 20 000, mais la personne n'a pris que 17 000. Donc, elle a 3 000 euros de plus en fait de rémunération. Et ça, c'est vraiment en plus des cotisations. Donc ça, c'est vraiment un super outil pour lisser et se dire, bah, moi, je suis libéral, je veux 2 000 euros par mois. Et en fait, vous mettez ça dans l'orthofinance. Des fois, bah, vous reprendrez un petit peu trop, mais vous compenserez. Donc, c'est vraiment un outil intéressant pour se simplifier la vie. Donc voilà, il y a plein de choses dans l'orthofinance dont je ne parle pas parce que je ne veux pas vous assommer. De toute façon, dans l'orthofinance, vous avez tout, vous avez les petits points d'interrogation qui vous expliquent, vous avez voilà, toutes les choses auxquelles il faut faire attention. Si vous cliquez sur En savoir plus, ça vous ramène sur un manuel sur lequel il y a énormément de ressources qui vous expliquent tout. Donc ça, globalement, ouais, vous avez des vidéos, etc. sur le manuel qui vous expliquent vraiment toute l'utilisation. Vous avez des choses, quand vous aurez vos échéanciers, comprendre pourquoi Orthofinance, ça n'affiche pas exactement ce qu'il y a dans l'échéancier, parce qu'en fait, nous, on retraite certains trucs, etc. Donc là, on peut tout comprendre. Vous avez un petit tour aussi qui va vous guider, vous montrer toutes les fonctionnalités. Donc tout ce qu'on dit là, ben, vous pourrez le retrouver assez facilement ici. Et le dernier, vous avez certains articles sélectionnés. Typiquement, les personnes qui préparent des congés maternité, ça vaut le coup de le lire. Là, vous êtes dans des démarrages d'activité. On a écrit un article spécifiquement là-dessus, où on vous explique tout, comprendre les cotisations, c'est quoi les spécificités. Je vous explique typiquement la régularisation, comment ça va se passer, etc. Là, il faut faire attention. Et de toute façon, bah, comme je vous disais, des fois, il y a des trucs qu'on ne comprend pas. Bah, hop, une petite vidéo. Et comme on voyait avec l'abonné de vendredi, eh ben on a réussi à gratter 7 000 euros de cotisation qui était inutile de payer. Là, on a vu une autre abonnée, en fait, elle s'était trompée dans sa déclaration. Elle avait déclaré des gains non conventionnés alors qu'ils étaient conventionnés. Ben, elle a vraiment, pour le coup, réellement économisé 600 euros. Ben, elle est repartie, elle avait regagné vraiment 600 euros qu'elle n'a pas dû donner à l'URSSAF dans son cas. Donc, voilà, globalement, peut-être dernière fonctionnalité, il y a un chatbot qui vous permet de poser des questions à ChatGPT, mais ChatGPT qui connaît parfaitement Orthofinance, donc il pourra répondre à toutes vos questions sur les dépenses qu'on peut mettre, etc. Donc, n'hésitez pas à vous en servir aussi. Ah oui, j'ai pas compris les moins en vert. Alors ça, vous inquiétez pas, c'est bien expliqué dans le truc. Je vais vous montrer, par exemple, on va refaire un moins 5000. Là, vous voyez, ah mince. Désolé, c'est 5000 parce que sinon ça ne marche pas. C'est un Carpico négatif, ça ne marche pas. Là, on a un moins. Bah, typiquement, si on ne comprend pas, on peut faire cliquer pour comprendre ces chiffres. Voilà. Et ça, vous avez un truc qui vous explique les virements à faire. Et si ce n'est pas encore assez détaillé, en fait, si vous cliquez là-dessus, ça vous génère une vidéo qui va expliquer exactement comment interpréter ce cas-là, parce que c'est un des pires cas. En fait, ce n'est pas le pire cas, mais c'est un cas qui est compliqué à comprendre, mais pour vous expliquer ça de manière simple, dans une année, en fait, il se passe deux choses. Vous travaillez, donc vous mettez de côté pour votre régularisation de l'année, mais en même temps, l'année dernière, vous aviez travaillé et donc les cotisations que vous avez payées correspondaient à des cotisations sur un bénéfice estimé, pas votre vrai bénéfice. Et donc sur la deuxième partie de l'année en cours, vous allez décaisser la régularisation de l'année dernière. En fait, c'est toujours un mouvement où on met de côté et on ressort. Et il y a des mois, il faut mettre de côté, et il y a des mois, il faut ressortir. Quand on ressort de l'argent, c'est vert. Quand on doit mettre de côté, c'est rouge. Pourquoi il y a du vert et du rouge? Parce que si on vous faisait toujours mettre de côté tout le temps et jamais ressortir l'argent, en fait, vous créeriez un pactole. Mais si vous mettez de côté et que vous ne ressortez jamais de l'argent pour payer la régularisation, en fait, ça ne sert à rien de mettre de côté. On met de côté pour le payer plus tard, en fait. Donc ça, c'est le cas vert. Je vais un petit peu vite, mais vous inquiétez pas, il y a vraiment toutes les explications. Et si même ça n'allait pas, on peut se faire une petite visio pour approfondir ça. Alors, je te coupe Aurélien parce qu'on a aussi une question de Claire. Je ne sais pas si ça rejoint aussi ce que tu viens d'expliquer. Quand on est en moins sur Orthofinance, on a déjà eu les prélèvements, donc c'est trop tard pour mettre sur le compte pro pour les charges. Voilà, du coup, si Claire aussi, tu veux prendre, enfin, si Claire, tu veux préciser ta question, n'hésite pas à prendre la parole, hein. Il y a pas de bête question, hein.
C'est tellement complexe que… Ah, c'est bon, elle a compris. Super. Ouais, ok. En fait, c'est vraiment une histoire aussi de. Parce que je comprends, c'est un problème, c'est qu'en fait, là, vous mettez qu'on vous a pris de l'argent. En fait, il faut avoir sur son compte pro suffisamment d'argent pour absorber cette perte. Et après, hop, je reprends à la fin du mois sur mon compte d'épargne pour le remettre. Donc, ça, c'est une solution. Il y a des gens qui ne respectent pas exactement l'ordre. Quand on maîtrise orthofinance, on peut un peu freestyler comme on veut quand on maîtrise bien. Je conseille de quand même pas trop freestyler au début parce qu'il y a une petite gymnastique à prendre. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a une question de comment je fais mes virements. Est-ce que je sors de mon épargne avant et après je paye? Bon. Alors, moi, conseil financier aussi, de manière générale, dans Orthofinance, ce qu'on va faire dans les cas où vous devez mettre de côté, en fait, nous, on fait exprès d'ajouter une marge de sécurité sur ce chiffre-là. Et en fait, elle se trouve ici. Donc, inutile d'aller voir les champs intermédiaires tous les jours, mais là, pour vous démontrer, en fait, on ajoute une marge de sécurité de 141 euros. Et ça, c'est spécifiquement pour les jeunes diplômés, parce qu'on sait que c'est compliqué de se créer ces fonds de roulement. Donc, en gros, à chaque fois que vous devez économiser, on vous fait économiser un petit peu plus, parce qu'au fur et à mesure, ça va créer votre fonds de roulement sur votre compte d'épargne ou votre compte professionnel. Ça, c'est une option que vous pouvez désactiver dans mon profil, mes informations. Vous pouvez mettre 0. Moi, je ne vous le conseille pas, honnêtement. 10 euros, c'est bien. Pour ceux qui aiment se protéger, vous mettez 20%. Et là, vous allez épargner à fond. Une stratégie, c'est les 2 premières années, vous épargnez à 20%. Comme ça, vous mettez vraiment de côté. Et après, vous mettez à 0 quand vous êtes stabilisé. Il y a des gens qui font ça. Et de manière générale, on dit toujours que pour faire face aux aléas, il faut avoir au moins minimum 3 mois de charge de côté au niveau pro, au niveau perso. Donc, au niveau pro, votre loyer, l'assurance, tout ça. Tout ce que vous ne pouvez pas couper en cas d'arrêt d'activité, il faut avoir au moins 3 mois de charge. 3 mois, c'est le temps de se remettre d'un accident. Et 6 mois pour les congés maternité, souvent. Donc, en fait, Orthofinance, ça va vous dire combien mettre de côté au titre de vos cotisations sociales, mais ça ne prend pas en compte tous les aléas de la vie. Donc, en fait, ça vous donne un peu le minimum à mettre de côté. Donc, comment dire, c'est un garde-fou. Si vous mettez moins de côté que ce que dit Orthofinance, il y a vraiment un problème. Vous allez avoir des problèmes. Après, ce n'est pas une raison non plus pour se sous-payer, mais je dirais que le fait d'utiliser ça, de prendre plus que ce que dit Orthofinance et de se fixer par exemple un objectif de 3 000 à 4 000 euros sur le compte pro, en faisant ça sur 1 ou 2 ans, justement en jouant avec le combien je me suis versé, vous ajoutez par exemple 500 euros de plus par mois, finalement en 8 mois, vous avez vos 4 000 euros. Donc ça peut vous aider à effectuer ce musclage, on va dire, de votre compte d'épargne. Voilà, j'ai plein d'idées, excusez-moi, j'ai envie de vous dire plein de trucs. En autre chose, on fait des fois des webinaires finance. Donc, on ne parle pas d'orthofinance, on parle des finances du cabinet. Si vous allez sur notre chaîne YouTube, qu'on ne voit pas là, mais un jour, je devrais l'ajouter. Tapez orthofinance YouTube, vous allez trouver. Et il y a plein de vidéos, notamment toutes les vidéos explicatives du manuel, elles sont dessus. Et il y a des webinaires, il y a les anciens webinaires, il y a des webinaires finance, il y a plein d'infos pour la gestion du cabinet. Donc, ça peut vous être utile. Ouais, c'est vrai qu'on essaie d'organiser une fois tous les 2 mois ou tous les trimestres un webinaire spécifiquement avec juste nos abonnés sur un thème que vous déterminez, qui vous intéresse. Donc, je sais qu'une fois, on avait fait tout un webinaire sur l'achat d'un véhicule. Ah oui. Comment rentrer sa voiture en compta, les petites astuces à l'achat, est-ce que c'est mieux l'achat, la LDD, la LOA, etc. Donc, voilà, les sujets que l'on traite sont vraiment divers et variés. Alors moi, j'avais aussi une information, notamment sur les évolutions d'Orthofinance, parce que là, en fait, ça, ce sont des virements à faire. Donc, en fait, Orthofinance, c'est un logiciel de flux. Ça veut dire mettez de côté, enlevez, mettez de côté, enlevez. Mais ça ne vous dit pas, pour l'instant, combien il faut avoir de côté. Donc, en fait, dans votre cas de démarrage, c'est assez facile parce que vous démarrez à 0. Donc, en fait, si vous mettez de côté correctement Orthofinance, dans ce cas-là, vous allez savoir à peu près combien il faut avoir de côté. Mais si vous prenez Orthofinance, si vous êtes en régime de croisière, ce n'est pas le cas parce qu'il y a tout votre historique, tout ce que vous avez fait avant. Il faut remonter jusque 2 ans avant pour savoir combien il faudrait avoir de côté en plus de ce que dit Orthofinance. Donc, une des évolutions qui va tomber cet été, c'est qu'on va mettre un système qui permet de savoir à tout instant combien il faut avoir de côté. Et là, la lecture sera très simple. C'est si sur votre compte bancaire, vous avez moins que ce que dit Orthofinance, il y a un problème. Et là, ce sera ultra facile à comprendre. Là, des fois, c'est un petit peu compliqué à comprendre cette logique de virement. Elle est valide mathématiquement, mais elle n'est pas toujours simple à comprendre.
Avec cette évolution-là de combien il faut avoir de côté, vous allez voir, ça va être lisible et ultra simple. Et on devrait le sortir avant le mois d'août. Il y a quelques petites saisies à faire en plus, mais ça aura, je pense, beaucoup de valeur parce que ça répond à un besoin assez fondamental. Donc, là, j'ai fini ma petite démo. Voilà. Et Claire a dit, mais si on commence notre activité directement en finance, pas d'inquiétude. Ben oui, parce que vous, votre point de démarrage, c'est 0. Donc, hop, on va faire augmenter. Conseil, comme je dis toujours, orthofinance, c'est l'extrême limite. Donc, pour être tranquille, il faut quand même mettre un peu plus que dire orthofinance. Il faut voir orthofinance comme un outil indicatif du minimum que vous pouvez mettre de côté et du maximum que vous avez le droit de ressortir. Mais une gestion saine de vos finances, ce serait de toujours faire plus que ce que dit orthofinance. Parce que sinon, vous allez être très, très limite. Il y a des petits cas, comment dire, typiquement où si l'URSSAF vous prélève un petit peu trop de cotisations provisionnelles, ou ça, orthofinance ne le prévoit pas, parce que lui, il prévoit le cas où ça se passe bien. Si ça arrive, bah, les visios, elles sont là pour ça. C'est exactement ce qu'on a fait avec l'abonné à qui on a fait retirer 7 000 € de cotisation. C'est une erreur, c'est une erreur de l'URSSAF. On fait 3 clics, on résout cette erreur-là sur le site. Et orthofinance, justement, le fait qu'il y ait une différence avec l'URSSAF, c'est souvent un indicateur qu'il y a eu des problèmes de proratisation. Ce pas des problèmes, c'est une règle idiote de leur part. Peut-être juste pour terminer, comme ça après on pourra passer aux questions. Ouais, exactement, Claire, toujours mettre la marge de sécurité parce que c'est. Et on n'est pas à l'abri d'erreurs de saisie aussi. Des fois, c'est compliqué, il y a des petites utilités comptables, donc la marge de sécurité, elle est toujours intéressante. Bon, je pense que ça, j'en ai pas mal parlé sur les cas où c'est intéressant, mais en fait, c'est toujours intéressant pour ceux qui s'intéressent aux finances, ça c'est sûr. Après, il y a quand même des cas où c'est vraiment utile parce que ce serait difficile à anticiper. C'est le début d'activité, passer de 0 à quelque chose. Franchement, savoir combien il faut mettre de côté, c'est compliqué. Les congés maternité, c'est l'inverse, vous passez de quelque chose à rien. Et donc là, le congé maternité, nous, on vous fait mettre de côté, mais on ne part pas du principe que vous allez vous arrêter. Donc, si vous prévoyez un congé maternité, prenez un rendez-vous avec moi, parce que je vais vous donner toute la stratégie pour optimiser toutes les cotisations. Et là, on a des milliers d'euros à gagner si vous faites ça. Donc, il ne faut pas hésiter, en une demi-heure, on a plié le truc et vous économisez des milliers d'euros. Tout ce qui est déménagement, changement de patientèle, vous êtes malade, ben voilà, ça peut être utile. Et tous ceux qui aiment bien suivre leur... Alors, je vois qu'il y a une question de Lorissa, je finis parce que j'en ai pour 1 minute et après je réponds à votre question. Donc, les limites, parce qu'il ne faut pas acheter orthofinance si vous n'êtes pas dans les cas où ça marche. Pour les entreprises individuelles uniquement, si vous avez une Solarl, ça ne va pas marcher. Nous, on ne prend pas en compte les revenus non conventionnés dépassement d'honoraires. Il y a une astuce, c'est marqué dans le manuel comment faire. En gros, il faut rajouter 10% en plus. Probablement qu'un jour, ça va arriver, parce que maintenant, on a trouvé vraiment la manière de prendre en compte ces revenus-là. Donc, techniquement, le logiciel ne les prend pas en compte, mais avec une mini-manip, on peut quand même les prendre en compte. Et les aides, vous le verrez dans le replay, mais c'est tout ce que j'ai montré. Il y a gros Facebook, support mail, support visio, des webinaires, les petits points d'interrogation qui expliquent tout. Et voilà, voilà, merci. Je suis désolé, je vais ultra vite pour pas non plus trop vous prendre de temps. Après, limite, ce que vous faites sur YouTube pour le replay, vous mettez en 0,75 en vitesse, comme ça je parle moins vite et c'est plus simple. Je vais juste regarder les questions. Donc, je continue sur ma lancée. Florian, je vois une question de Lorissa.